Est-ce que vous sentez que vos parties manquent de mystère? Aujourd'hui, on se donne quelques conseils pour ramener de la magie dans nos vies. C'est moi ou des fois, à force de jouer à un jeu de rôle, à un même jeu de rôle, la magie finit par lentement perdre de son lustre. Ça se peut-tu que des fois, mettons, je ne veux pas nommer de jeu en particulier, mais Pathfinder, Donjon Dragon, tous ces systèmes-là où finalement il y a des règles ultra claires pour décrire tous les éléments magiques du monde, ben, c'est facile comme maintenant vos joueurs se mettent à jouer un petit peu comme des robots. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'avoir un trésor super excitant, vous êtes comme genre, ils vont vraiment capoter, donc vous trouvez une armure plus 1, puis là vos joueurs sont comme, OK, on va la vendre. Puis là, mais c'est une armure de plaque plus 1. Puis ils sont comme, non, mais c'est juste plus 1. Genre, on s'en fout, on va la vendre puis on va s'acheter du meilleur gear. Quand on entre dans ce genre de méta-là, des fois, c'est correct. Des fois, ça fait partie du jeu. Pathfinder, tu as tellement de trésors magiques comme maintenant, c'est facile de devenir insensible à la magie du jeu. Mais c'est que finalement, on a l'impression de rouler un algorithme, de vraiment jouer comme un robot. Et c'est dommage parce que le jeu de rôle, c'est aussi ça. C'est de retourner à l'enfance puis de découvrir des choses où on est comme surpris, curieux, on a envie de découvrir, mais c'est quoi exactement qui se cache derrière ces effets-là qui terrorisent le village? On n'a pas envie que les gens fassent comme « Ah, OK, ouais, ça c'est un bodac, c'est sûr c'est un bodac. Ah, ça, oui, c'est les effets. » Il faut absolument brasser quelques petits éléments pour retrouver son âme d'enfant, retrouver le mystère dans vos parties. La première chose pour surprendre vos joueurs, ramener du mystère, de l'inexplicable, c'est de briser les règles. Puis je sais, c'est difficile pour certains parce qu'on a l'impression que ces jeux-là sont construits sur un modèle mathématique facilement déstabilisé. Fait que si on est comme genre, mais attends un petit peu, là, les monstres, ils sont tous balancés pour être niveau 2, challenge rating 4. Fait que je pourrais pas changer rien dans le stat block du monstre sans complètement dérailler le truc, mais je vous jure, il suffit des fois d'un petit tweak, d'une petite modification pour ramener le mystère. On ne peut pas en vouloir aux joueurs de préparer des sorts de feu s'ils savent qu'ils vont affronter un troll parce que ils connaissent le troll, ils ont déjà joué. Puis je comprends même que dans la logique du jeu, on se dit, les aventuriers de ce monde-là, ils sont pas niaiseux. Ils ont entendu parler des trolls, ils savent qu'ils ont besoin de feu pour vaincre la régénérescence des trolls parce que c'est les règles du jeu. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous êtes le maître de jeu, vous êtes le façonneur du cosmos, comme dit Gary Gygax. Fait que vous pouvez déterminer que ce troll-là, c'est un troll atteint d'une malédiction, en fait. Ou peut-être que c'est un troll démoniaque, un troll qui est tombé dans une fissure qui l'a amené à côtoyer l'essence même des 9 enfers, et que la seule et unique façon de vaincre sa régénérescence, c'est de l'attaquer avec un feu divin, des flammes qui ont été bénies par un prêtre spécifique. Puis ça, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça à vos joueurs. Ils peuvent le découvrir à force d'enquêter sur les ravages causés par cette créature unique. Puis là, vous avez vu, j'ai brisé les règles du jeu. Parce qu'il pourrait très bien y avoir un joueur qui fait « Excusez-moi, monsieur le maître du jeu, mais normalement, les trolls sont... » Mais c'est un jeu de rôle fantastique dans lequel vous êtes le chef, le maître de l'univers. Alors, n'hésitez pas, brisez les règles. Ça va surprendre les joueurs. Et les joueurs qui sont un petit peu avocats des règles, si ils sont aussi des amateurs de puzzle, je vous jure qu'ils vont accepter très très vite que ce troll-là, c'est pas un troll comme les autres. Ou que ce loup-garou-là n'est pas un loup-garou comme les autres. Vous pouvez introduire des modifications au monstre pour surprendre et pousser les joueurs à jouer les sorceleurs, de jouer les witchers, puis à essayer de comprendre c'est quoi la faiblesse de ce monstre-là, comment on va le vaincre. Deuxième chose que je vous suggère, c'est de prendre le lore et de le jeter aux poubelles. Le lore, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'ensemble de connaissances sur le monde qui sont vraiment spécifiques à un univers donné. C'est un savoir historique sur les logiques de ce monde fantastique-là. Donc, par exemple, il y a des univers dans Donjon Dragon qui ont un lore extrêmement assommant. Pensez aux royaumes oubliés.
C'est pour ça que la plupart des gens ont peur de rouler les royaumes oubliés parce qu'ils se disent « Les joueurs connaissent toute l'histoire. Si on tombe sur des ruines d'une cité qui volait autrefois mais qui s'est effondrée, c'est sûr qu'il y a un fan des romans des royaumes oubliés qui va faire « Oh, c'est une ruine de Netheril! Vous savez que c'est un empire magique qui a existé entre moins 281 et 841 et il va vous assommer avec le lore qu'il connaît peut-être mieux que vous. » Puis ça, c'est déprimant comme maître de jeu parce qu'on a l'impression qu'il va nous falloir une maîtrise en histoire dans ce monde spécifique-là pour pouvoir rouler notre partie. Moi, je vous donne la permission, là. Je vous la donne, de prendre tout ça puis de mettre ça aux poubelles. Dans le sens que les royaumes oubliés que vous allez rouler, c'est pas les royaumes oubliés de Ed Greenwood, c'est pas les royaumes oubliés de Era Salvatore, c'est votre monde. Vous allez vous inspirer du savoir, du lore des royaumes oubliés, mais vous allez le faire à votre sauce. Puis, il y a toujours la possibilité aussi de dire aux joueurs, ben savez-vous quoi? Les légendes concernant l'Empire de Netheril, elles ne sont pas toutes exactes. En fait, il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé, puis dans mon monde, vous allez apprendre la vraie nature de Elminster, de Karsus, de la folie des dieux. Vous pouvez inventer des choses et les joueurs, je vous le jure, la vaste majorité vont être à l'aise avec ça parce qu'ils ont envie de s'évader, de trouver un monde mystérieux. Puis les avocats des règles ou les avocats du lore qui sont fâchés quand on modifie des choses de l'histoire officielle, du canon de certains jeux comme Star Wars ou Vampire la Mascarade, bien, ils sont plutôt rares. Et si vraiment c'est un problème, n'hésitez pas à discuter avec eux de façon adulte et mature, de leur dire, ben moi, j'ai modifié des choses parce que c'est plus facile pour moi de le rouler, ce système-là. Si tu as envie de jouer une partie de Vampire la Mascarade avec tout le lore officiel, ben, je pense qu'il va falloir que tu trouves un autre maître de jeu, un autre compteur. Fait qu'hésitez pas, le lore, aux poubelles! Ça crée plus de mystères aussi, parce que les joueurs ne peuvent pas lire l'histoire officielle et tout savoir. Les mystères, c'est génial, mais je vous dirais que la troisième chose que je vous dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse à votre mystère. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite le savoir, là. Vous pouvez créer un truc mystérieux qui vous stimule, qui pique votre curiosité. On s'est levé un matin et sur le village, il y avait un brouillard qui flottait au-dessus des maisons. Et ce brouillard-là, ça fait 2 semaines maintenant qu'il flotte. Et depuis que le brouillard est arrivé, à chaque soir, des gens disparaissent. C'est mystérieux! Il y a un mystère! On s'échappe des règles, on s'échappe du lore. Moi, ça a piqué ma curiosité. Ça pourrait être autre chose. Tous les mystères sont bons. Faites juste imaginer quelque chose qui met en marche votre imagination. Et c'est ce que vous voulez faire avec vos joueurs. Vous voulez piquer leur curiosité, mais surtout, vous voulez trouver éventuellement une solution au mystère, une explication. Il faut qu'il y ait une histoire. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit un bon mystère, c'est fucké puis on ne sait pas ce qui se passe. Pensez à beaucoup de séries télé bizarres comme Lost, par exemple. Mais si vous n'avez pas une explication cohérente, vos joueurs vont être déçus par votre mystère. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout de suite. Vous voyez, mon histoire de mystère, je sais, mon brouillard mystérieux, je ne sais pas encore ce qu'il cause. Mais je vais pitcher mes joueurs là-dedans et il va falloir assurément qu'il y ait une résolution. Est-ce que c'est justement le brouillard est une créature qui s'est abattue sur le village, mais que c'est comme une espèce d'entité brouillardeuse venue du plan de l'air et qu'il faut aspirer avec un aspirateur pour régler la solution, régler le problème du village? Est-ce que c'est quelqu'un qui a invoqué un brouillard démoniaque venu de la 7e strate des enfers, puis qui a une église maléfique en dessous de la taverne du village? Je ne sais pas, mais vos joueurs vont vouloir le savoir. Et si vous vous empêtrez dans votre mystère, qui devient toujours de plus en plus mystérieux, de plus en plus brumeux, mais que vous finissez par faire comme je sais pas c'est quoi finalement, puis le brouillard disparaît, vos joueurs vont être déçus. Fait que trouver une réponse, ça n'a pas besoin d'être la réponse du siècle, la grosse twist traumatisante, juste une réponse satisfaisante. Sinon, ça va avoir l'air d'un film de M. Night Shyamalan. Quatrième chose, moi, ce que je trouve intéressant, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dans mes univers, dans mes parties de jeux de rôle, j'essaie toujours d'avoir au moins 3 ou 4 gros mystères que moi, je n'ai pas la réponse, mais que personne dans l'univers a la réponse. Vous savez, ces mystères qui sont si grands, qui vont
colorer même la saveur de votre univers. Moi, je pense que c'est vraiment important parce que si tout a une réponse, vos joueurs à un moment donné vont finir par être au sommet de la pyramide du mystère. Ils vont avoir résolu l'univers. Je vous donne l'exemple dans Pathfinder Golarion, le monde dans lequel se déroule le jeu de Pathfinder. Il y a un mystère auquel personne n'a de réponse. Le dieu des humains, Aroden, qui était le dieu des prophéties, avait annoncé son retour à une date précise. Et à cette date-là, Aroden, non seulement il n'est plus revenu sur Terre, mais en plus, tous les prêtres d'Aroden ont perdu leur pouvoir. Il a disparu complètement de la surface de Golarion. Qu'est-ce qui est arrivé à Aroden, dieu des humains? Personne ne le sait, même pas les créateurs du jeu. Bon, peut-être que il y a certains créateurs qui savent ce qui est arrivé ou qui ont des doutes, qui ont des théories. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que jamais dans un livre de campagne officielle de Pathfinder, ils vont dire « Ben, savez-vous quoi? Aroden, finalement, il est en visite chez sa belle-mère à Saint-Tite. » Jamais ils vont faire ça. Ils vont garder ce vaste mystère pour que toujours l'imaginaire des joueurs soit stimulé, qu'il y ait ces théories-là qui émergent. Si on explore des ruines d'un ancien temple d'Aroden, peut-être qu'il y a des éléments qu'on va essayer de mettre en parallèle, mais on n'aura jamais le fin mot de ce mystère-là. Je pense que c'est important que vous ayez ces supra-mystères-là pour donner une saveur magique, incompréhensible et fantastique à votre monde. C'est pour ça qu'on veut jouer dans un monde médiéval fantastique. En tout cas, je pense, la vaste majorité des gens sont intrigués par cette magie-là. Et la magie, il faut qu'il y ait un petit côté inexplicable. Puis ces grands mystères-là, moi, je trouve que c'est ça le plus stimulant pour vos joueurs. Par exemple, dans mon univers de Gregenroth, j'ai jamais vraiment expliqué des éléments comme c'est quoi exactement qu'il faut faire pour devenir un dieu. La nature des nouveaux dieux, des anciens dieux. Je veux garder ça le plus mystérieux possible. Même si moi j'ai des théories, je me dis si je les arrête dans ma tête, si je les fixe, si mes joueurs découvrent ces mystères-là, ben ça va tuer une part de magie de mon monde. Ça va rendre ce monde-là un peu plus réaliste, un peu plus compréhensible, un peu figé. Fait que je vous invite à trouver un vaste mystère. Et finalement, ce que je vous dirais, c'est que tout n'a pas besoin d'être mécanique tout le temps. Vous savez, on a tellement envie d'expliquer les choses, de les incarner mathématiquement parce que comme ça, on peut les jouer. Une épée magique, c'est comme genre, OK, ben, elle est magique, mais elle est quoi? Plus 1, plus 2, plus 3? C'est normal. Les joueurs vont vous poser ces questions-là. Mais je pense que vous avez le droit, comme maître de jeu, de garder certaines choses un peu fuzzy. De ne pas nécessairement déterminer avec le joueur sur une fiche à tout coup quelles sont les habiletés de son objet magique. Un objet magique peut tout à fait renfermer certains pouvoirs qui gardent cachés encore du joueur. J'ai toujours trouvé ça dommage dans 5e édition que dès que tu fais un lien avec un objet magique, tu as accès à sa fiche dans le manuel du maître. Je veux dire, c'est un peu dommage. Moi, en tout cas, ça a souvent tué la magie pour moi parce que mon maître de jeu m'expliquait « Tu trouves cette arme-là, qui est une arme qui a appartenu à un ancien chasseur de démons, mais elle contient encore l'âme du démon, le dernier démon qui l'a tué. » Puis t'es comme « Wow, wow, wow. » Puis là, il t'envoie la fiche, puis c'est épée plus 1. Puis t'es comme « Ah, c'est un peu lame, finalement. » T'es déçu. Faites miroiter, si vous donnez des objets magiques, qu'il y a quelque chose peut-être en plus. Il y a toujours quelque chose à découvrir, que l'objet ne révèle jamais tous ces mystères d'un coup. Moi, je trouve ça intéressant, du moins, de laisser certaines affaires un petit peu inexpliquées. Puis, si vous avez un effet vraiment chouette dans votre tête, si vous vous dites le fait de connaître le nom véritable d'un démon permet de le vaincre ou de le soumettre à sa volonté, vous n'avez pas besoin tout le temps de vraiment décrire ça dans un paragraphe de règles en faisant « La personne qui connaît le véritable nom du démon lui demande de faire un jet de volonté difficulté 16. S'il échoue, il peut alors faire les mêmes effets que le sort suggestion. » Ça, j'ai l'impression que ça diminue souvent l'effet magique de quelque chose d'épique qu'on a dans notre tête. Vous avez tout à fait le droit comme maître de jeu de faire « Hey, cet effet-là, ça arrive. » Si tu connais le véritable nom d'un démon et que tu le prononces, tu le vains ou tu peux lui demander un service. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, c'est juste ça se passe. C'est un moment narratif qu'on va vivre tous ensemble. Puis,
Encore une fois, cet effet-là peut contenir toutes sortes d'effets mystérieux que vous avez gardés, vous, dans votre tête. Vous pouvez improviser. Vos joueurs vont juste être contents et satisfaits de voir leurs actions avoir un impact sur le monde. C'est mes petits conseils pour ajouter un peu de mystère à votre monde. Je ne vous dis pas de jeter toutes les règles aux poubelles. Les règles sont super importantes. Les gens sont souvent contents de trouver une épée +1. Mais c'est important de parsemer quand même votre campagne, votre aventure de ces petites bulles d'inexpliqué. Ces petites bulles qui ne se résument pas à une ligne mathématique sur une fiche de personnage. Parce que sinon, vous allez voir des personnages qui vont toujours se référer à leurs fiches, à leurs habiletés mécaniques, puis ça va enlever de la magie à votre monde. Fait que je vous souhaite à tous des moments magiques, puis là-dessus, Internet, je vous dis bye! Avez-vous vu ça, ce que je fais avec mes doigts? J'espère que Doyon va rajouter des étincelles là-dessus, sinon ça va avoir l'air vraiment